Mesdames et messieurs, bonjour. La diversité est une chance pour l'entrepreneuriat. Nous allons en échanger pendant une petite demi-heure avec Fouad El-Soufi, Grégory Bizio, Laurent Tessier, Flore Vautier et Liliana Amoundarain. Je vous préciserai, et ils se présenteront et ils se préciseront encore mieux que moi, les fonctions de chacun. L'entrepreneuriat doit-il être accessible à tous ? Quel que soit l'âge, quel que soit le genre, la localisation, l'origine. La diversité entrepreneuriale est-elle une force ? Car de la différence naît une richesse. C'est de cela dont nous allons parler pendant cette petite demi-heure. Et je vais vous proposer de commencer par quelqu'un qui nous vient de loin, qui est arrivé en France et en 2016. Il parlait à l'époque pas un mot de français. Je vous laisse apprécier comment il parle aujourd'hui, comment il maîtrise aujourd'hui notre langue. Et je vous prie de me croire quand je vous dis qu'il la maîtrise autant à l'oral qu'à l'écrit. Fouad, bonjour. Prends le micro, Fouad. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Donc Fouad est arrivé sous protection internationale, autrement dit demandeur d'asile, en 2016 dans notre pays. Que faisais-tu avant en Syrie ? Qui étais-tu en Syrie, Fouad ? En Syrie, j'ai un baccalauréat plus 2, mes études dans la climatisation. Et ensuite, j'étais chef d'entreprise dans le bricolage. C'est une entreprise familiale. Et j'ai géré l'entreprise pendant 10 ans, jusqu'à la guerre. J'ai quitté la Syrie jusqu'au Liban, Beyrouth. Et ensuite, je suis venu en France en 2016. Je suis arrivé directement à Chalon-sur-Saône, chez Adoma. Donc Adoma, ce sont des gens qui ont des logements sociaux. On a le directeur Grégory Bizio d'Adoma Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté qui nous présentera tout à l'heure qui ils sont et ce qu'ils font avec ses équipes. Poursuis, Fouad, et donc à ton arrivée, tu as commencé à apprendre le français. Oui, je suis arrivé en novembre 2016. Et j'ai commencé l'école en 2017. J'ai suivi des programmes avec Pôle emploi, 2 formations pour la langue française. La 3e était professionnelle, CAP cuisine. Donc d'un bac plus 2, tu es repassé par un CAP. La CAP, oui. Il faut avoir du courage. Ensuite, j'ai pris les bénévolats pour intégrer dans la société française et comprendre comment ça se passe et comment on vit en France, pour apprendre la langue française, faire des amis, un métier. J'ai été bénévole au Resto du Cœur, ATD Carmont de France, Habitat Humanisme, Saône-et-Loire, un festival culturel dans le Morvan. Voilà, tout ça, c'était bénévolat et j'étais cuisinier dans la cuisine. Et à partir de quand t'es venu l'idée de vouloir recréer une entreprise en France ici ? Depuis mon arrivée. D'accord. Grégory, des Fouad, il y en a beaucoup chez Adoma ? Alors pour le coup, sur les 2 régions administratives qui sont Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, on accueille 15 000 personnes. Sur l'année dernière, c'est 10 000 demandeurs d'asile qui sont passés dans nos dispositifs et 1 700 qui sont restés sur le territoire. Et puis, on accueille également des jeunes actifs, des jeunes actives, des personnes qui sont décohabitantes, ces jeunes qui quittent pour la première fois le domicile familial. Et si on regarde, nous, sur les statistiques, et c'est un travail qu'on porte beaucoup avec des conseillers en insertion professionnelle, c'est combien de personnes on peut orienter tout de suite vers l'emploi, combien de personnes on peut orienter aussi vers la création d'entreprises, puisque c'est la richesse à venir. Et si on prend sur un panel d'une centaine de personnes, on en a en fait 10 qui sont diplômés et opérationnels tout de suite, et qui peuvent créer leur entreprise, et 70 à 80 qui sont dans une situation sur laquelle il faudra les accompagner davantage et qui seront finalement sur des emplois qu'on appelle en ce moment métiers en tension. Mais ça veut dire qu'on a en fait 90% des gens qui sont employables tout de suite. Mais je regardais encore les chiffres la semaine dernière. Sur un dispositif de 88 personnes, on en a 8 qui ont le potentiel tout de suite de créer une entreprise, de créer de la richesse et d'être complètement autonome, intégré sur le territoire. Et sur la partie, ce qu'on appelle nous le logement accompagné, qui n'est pas l'accueil des demandeurs d'asile, mais le commun des mortels qui à un moment donné a besoin d'un filet de sécurité ou un logement tremplin,
comment on accompagne tout de suite, notamment les jeunes femmes, pour retourner vers l'emploi et créer leurs propres entreprises. Et là, la même chose, c'est le travail de détection, c'est-à-dire que sur tous les publics qu'on est amené à accueillir, combien de personnes on peut orienter très rapidement. Et sur les 4000 jeunes qu'on a à l'heure actuelle, donc, alors, excusez-moi, jeunes, je les compte entre 18 et 45 ans. C'est un prisme très personnel. Voilà. L'année prochaine, ça sera entre 18 et 46. Merci. Et l'année d'après, enfin, tout le monde a compris la mécanique. Hein, c'est parfait. Et donc, sur ces 4000 qui sont là, on en a 200 qui sont déjà identifiés, sur lesquels on peut porter des projets, on peut les faire avancer et leur permettre d'avoir ce logement tremplin, l'accès à l'emploi et de créer leur propre activité. Et de ne pas devenir, alors je le dis de manière souvent assez crue, mais pas devenir des dépendants Uber ou de les maintenir à un niveau qui n'est pas le bon et de ne pas leur faire perdre 10 ans. On en a échangé avec Fouad. Le coup de pouce, c'est tout de suite qu'il faut le donner. Fouad, il a eu la force de caractère et de tenir et de batailler avec les arcanes administratives de notre très beau pays. Mais certains baissent les bras. Et si on n'est pas là sur les 2 premières années, on sait qu'ils vont baisser les bras et ça va être très compliqué de les remobiliser. Alors que dès le départ, on a un potentiel qui est énorme. Voilà. Fouad, donc, tu as commencé par une activité en créant un traiteur à domicile ? Avant, j'ai commencé à travailler en intérim, des petits contrats. Non, mais je parlais de l'activité d'entrepreneur. Comme tu es devenu entrepreneur. 2020, mars 2020, oui. Traiteur à domicile, je couvre des événements, des activités sportives. Et je fais des guinguettes. Je viens de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Donc, je présente ma ville, j'aime bien. Et j'ai fait des festivals comme Chalon dans la rue aussi. J'ai fait des festivals dans le Morvan, à Dijon. Tout ça en traiteur. Et aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle société, SARL Al-Soufi, mon nom de famille. Et j'ouvre mon restaurant dans une semaine, à Chalon-sur-Saône, au centre-ville. Bravo. Merci. Et tu as encore d'autres projets derrière ou pas ? Oui, je vais continuer très tôt. Je suis un petit partenaire avec l'équipe Élan Chalon. Donc l'équipe de basket de Chalon. Hein, j'ai fait l'apéritif pour l'Élan Chalon. Ouais. Je suis un partenaire avec les jeunes chambres économiques à Chalon-sur-Saône. Je vais continuer des partenariats. Bravo. Et de traiteurs. Et le restaurant, et j'ai un projet, c'est presque réalisé avec le restaurant, l'épicerie aussi, épicerie syrienne. Merci beaucoup Fouad pour ton témoignage et bonne chance pour la suite en tout cas. Et merci. On suivra ton parcours avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous. Un autre type d'inclusion, ça peut être d'intégrer un jeune dans une équipe de seniors. Mais des fois, on a aussi le vieux qui est intégré dans une équipe de jeunes. Tu parlais qu'on était jeune jusqu'à 45 ans. Lui, il a déjà un peu plus de 45 ans. Et Laurent Tessier, qui a eu un parcours dans une très grande entreprise et qui un jour, après un incident de santé, a eu la chance de faire, pour rebondir, un mécénat de compétences, s'est retrouvé avec des gamins de 20 ans qui ont l'âge de ses enfants, dans une équipe professionnelle, mais uniquement de gamins, qui est en fait à la direction régionale d'Entreprendre pour apprendre en région Grand Est. Laurent, parle-nous de cette expérience un peu particulière de se retrouver qu'avec des gamins de 20 ans où ça pulse dans tous les sens, où on n'écoute pas peut-être la même musique qu'eux, où tout est différent. Je crois qu'ils aiment la musique de mon époque. Hein. Effectivement, donc, je suis un tout jeune senior de 50 ans depuis une quinzaine de jours. Et dans le cadre de mon parcours, j'ai le plaisir d'être coordinateur territorial de l'association Entreprendre pour apprendre dans le Grand Est, plus particulièrement en région Lorraine, dans le cadre d'un mécénat de compétences d'Électricité de France qui soutient notamment dans le cadre de sa politique RSE, la belle association Entreprendre pour apprendre. Effectivement, j'y suis depuis 1 an et demi. Donc, avec une moyenne, je suis de loin donc le senior de l'association. Hein. J'ai une patronne à mes côtés qui a 15 ans de moins que moi. J'ai plusieurs collègues qui ont l'âge qui a mon âge. Enfin, ses parents ont mon âge, donc ils pourraient être mes enfants. J'ai même mon fils aîné qui est plus âgé que certains de nos collègues. Ça se passe bien dans l'ensemble. Après, moi, les jeunes, de toute façon, d'un point de vue énergie, j'ai rien à leur donner. Au contraire, donc ils m'apprennent beaucoup de choses.
Après, j'ai beaucoup de choses notamment qui sont différentes, notamment avec l'inclusion, le féminisme aujourd'hui, l'écriture inclusive, certaines choses que j'ai jamais appris, que jamais connues. Mais on s'apporte beaucoup de choses chez les jeunes, on se remet en question. Bon, je suis des fois un peu le papa, comme il m'appelle aussi, le daron aussi. Donc ça se passe bien. Après, il faut aimer travailler avec tout le monde. J'ai eu la chance par le passé de manager des centres de relations clients où des jeunes avaient de 18 à 60 ans, où la diversité était plutôt notamment donc sur le handicap physique, visible ou non visible, ou sur le fait religieux. Donc j'ai été habitué depuis tout petit, on va dire, dans mes fonctions managériales précédentes, d'avoir des jeunes de tout âge, ou des seniors aussi, puis de m'adapter, de s'adapter. C'est ce qui fait la richesse d'une organisation d'ailleurs. Flore Vautier, toi tu es la patronne d'Entreprendre pour apprendre en Grand Est. Oui. Donc tu es la cheftaine de deux vieux gamins de 50 ans. Absolument. Qu'est-ce que ça apporte à une équipe de jeunes d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de maturité, d'expérience? Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça apporte des difficultés par rapport au lien dans l'équipe ou qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, Entreprendre pour apprendre Grand Est, nous, il faut savoir que les actions qu'on met en place sont des actions qui créent du lien. Et ces actions qui créent du lien qu'on met en place pour les jeunes de 13 à 25 ans, on va se les appliquer à nous-mêmes. On crée du lien avec Laurent. Et effectivement, on est dans une équipe où la moyenne d'âge, elle est plutôt aux alentours de 26 ans. Et Laurent, dans cette équipe-là, ce qu'il apporte, ça va être la maturité, bien évidemment, mais c'est aussi l'expérience. Il a un superbe parcours professionnel et personnel qui fait que quand on a des chantiers, des temps de réflexion, on essaye tous ensemble de monter de nouveaux projets, il a un regard qui est très bénéfique pour pouvoir alimenter nos réflexions. Il a aussi une connaissance du réseau partenarial, du réseau entrepreneurial, de tout notre écosystème, qui est très riche et qui permet aujourd'hui d'assurer un développement sur le territoire de la Lorraine qu'il coordonne, qui est tout à fait très satisfaisant, mon point de vue de cheftaine. Mais c'est vraiment, ça enrichit nos échanges fortement, d'avoir quelqu'un qui est capable de parler, de partager son expérience. Donc à la fois, vous lui apportez, ou vous continuez à lui permettre de vivre son dynamisme qu'il a toujours habité, mais en même temps, vous captez l'expérience et vous enrichissez, quoi. Absolument. On est sur une relation qui, je pense, est tout à fait mutuelle. C'est-à-dire que les jeunes, le féminisme notamment, qui est un de nos fers de lance à Entreprendre pour apprendre, on est pour proposer des programmes qui sont inclusifs. Alors, on a le féminisme, mais on lutte bien évidemment contre toutes les autres discriminations à travers nos actions. Et ça permet, lui, sa culture avec nos envies, nos valeurs. Nous, on s'acculture aussi avec des procédés, une façon de faire, une façon de penser qui est déjà riche de tas d'années d'expérience. Donc du coup, ça nous évite certains travers, certains écueils qu'on pourrait avoir dans la mise en place de nouveaux partenariats, dans la mise en place de nouvelles actions. Un petit mot à ajouter, Laurent ? Non, mais en complément, c'est sûr que moi, je ne peux qu'inviter notamment donc, les salariés de bénéficier aussi de mécénat de compétences après une expérience certaine en entreprise. Ça a beaucoup de sens. On a beaucoup de choses à apporter aussi. Donc, en plus, avec Flore, on a une formation juridique initiale, donc on se comprend. J'aime les challenges. J'ai aussi un tempérament commercial. Donc, pour développer des parcours, ça va dans le sens. On se tire la bourre amicalement avec nos collègues de la région alsacienne ou champenoise. Donc, il y a de la saine émulation dans les équipes. Et puis, ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi une parole libre. Donc, quand j'ai envie de dire quelque chose, c'est pas à 50 ans que j'ai pas la dire. Merci. Liliana, toi, tu es d'origine vénézuélienne, pardon. Et tu es arrivée en France il y a combien de temps ? En 2017, donc 6 ans. En 2017, et aujourd'hui, tu es la responsable de Singa à Strasbourg. Je précise que c'est Singa Strasbourg. Je suis fondatrice et directrice de Singa Strasbourg. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Singa ? Je pense que dans la bulle, peu de personnes connaissent Singa. Ok, Singa est un réseau international, un mouvement citoyen qui cherche à changer le regard autour des migrations. Et à Strasbourg, nous avons un cœur de métier qui est celui de l'entrepreneuriat. Donc on accompagne des entrepreneurs venus de tous horizons, et notamment ceux qui ont un parcours migratoire forcé, comme celui de Fouad, à développer leur projet d'entreprise. Donc on part de leurs envies et on leur montre quel est le chemin sur lesquels ils pourraient s'élancer, être indépendants, apporter de la valeur au territoire. Et tout ça, bien sûr, en espérant, vous l'avez aussi cité, Philippe et Grégory, le déclassement professionnel est assez fort. Parmi les personnes qui s'installent dans un nouveau pays, on aimerait bien contribuer à raccourcir ces temps, que ce ne soit pas 10 années de gâchées, mais qu'on apporte tout ce que nous avons de façon intellectuelle et aussi matérielle à créer une société beaucoup plus inclusive.
Grégory, toi, au niveau de chez Adoma, vous avez déjà regardé par rapport aux demandeurs d'asile que vous accueillez, quel était leur background dans l'éducation reçue dans leur pays, quel était leur niveau d'études? Oui, alors c'est vraiment un sujet qu'on traite dès l'arrivée des publics dans nos dispositifs, hein, parce qu'on est finalement sur un accueil qui a vocation à être transitoire, hein. Et donc, si on veut que ce parcours résidentiel, ce parcours personnel, professionnel soit le plus efficace, le plus efficient, le plus rapide possible, on a une analyse à chaque fois sur tous les nouveaux publics qui arrivent. Et c'est vrai que, par exemple, lors de la crise ukrainienne ou dans l'Est, on a ouvert, en un mois et demi, on a ouvert 1000 places. En moins de 3 mois tout de suite, et on a très rapidement maillé sur l'emploi local parce que on a eu des afflux de publics qui étaient médecins, infirmiers, vétérinaires, et qu'on a pu réorienter vers l'emploi très rapidement, même avec un déclassement, mais parfois à niveau équivalent. Et ça avait été le cas aussi avec l'accueil de publics qui venaient de Syrie et d'Afghanistan. Les derniers accueils venant d'Afghanistan, il y a eu des orientations sur l'emploi qui ont été faites très rapidement. Et c'est vraiment le gage d'une réussite. Ensuite, il faut que la partie administrative, donc la reconnaissance du statut, soit faite. Mais dès que cette reconnaissance du statut est faite, que les équipes aient travaillé en amont pour pouvoir réorienter. Et on sait qu'on a 15% qu'on peut tout de suite positionner en situation d'emploi qualifié ou en situation de création d'entreprise. Et notamment la question des femmes, puisque c'est ce que Liliana expliquait avant. Une de nos grandes inquiétudes, c'est que sur certains flux, on a les femmes qui arrivent avec enfants, qui sont diplômées, et qu'il faut tout de suite remettre à l'emploi, parce que si on perd 5 ou 10 ans, là, le déclassement il est encore plus violent. Et ça veut dire aussi l'estime de soi et la capacité à élever ses enfants et à donner un modèle aux enfants par la suite. Donc on a une attention qui est très très fine sur le sujet. Chez Singa, mais la difficulté de la langue, parce on l'a vu tout à l'heure, hein, Fouad disait, quand il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français. Vous savez gérer, comment vous contournez les difficultés? Ok. Bon, effectivement, l'apprentissage de la langue française est essentiel. Donc pour nous, on ne va pas regarder des diplômes de certification des langues, on va faire le test au vif. Donc si on arrive à discuter, c'est bon. Si on ne peut pas communiquer, bon, là, on va même proposer des cours particuliers. Dans les cas de Strasbourg, on propose des cours particuliers avec des enseignants qualifiés de plus ou moins 2 heures par semaine pendant 6 mois, en espérant que la personne elle va monter en compétences linguistiques et qu'elle pourra nous rejoindre pour la promotion suivante. Donc c'est ça ce qu'on fait. Et toutes nos activités se déroulent en français, en langue française. Les équipes sont bilingues, français-anglais au moins. Donc en cas d'urgence, on va passer par l'anglais. En cas d'urgence, on peut travailler avec des interprètes, mais c'est des cas très, très, très ponctuels. Et on va toujours encourager à faire une immersion dans la langue, parce qu'on sait très bien qu'une langue n'est pas juste un moyen de communication, une langue est aussi une culture. Et si on souhaite être inclus dans une nouvelle société, il faut qu'on apprenne. Voilà. Donc, quand on écoute à la fois l'inclusion dans l'entreprise de personnes différentes, parce que l'âge, ça peut être le handicap, ça peut être les origines, ou dans l'entrepreneuriat par rapport à Fouad et d'autres demandeurs d'asile qui arrivent en France, on a l'impression à vous écouter, et là je repasse la parole à vous cinq, hein, prends la parole qui veut, Fouad si tu veux rebondir, qu'au bout du compte, ce qu'on croit être une charge est en fait une richesse pour le pays. Alors moi, je vais effectivement apporter un éclairage qui est celui du bailleur social que je suis. Et quand on commence à travailler avec les acteurs du territoire, hein, et qu'on explique la qualité des personnes qui arrivent dans nos structures, nos cousins de La Poste par exemple ont dit mais nous on a besoin de tel type de public sur des territoires comme je pense à Sochaux, Montbéliard avec des industries fortes. Ils nous ont dit mais il y a des gens qui sont déjà formés, qui sont opérationnels parce que dans leur pays ils le faisaient, et en fait on a une détection qui se fait très fortement sur les activités agroalimentaires du côté de Louhans. C'est pareil, le lien il se fait très vite parce qu'on a des gens qui avaient dans leur parcours personnel la capacité mais même dans des milieux agricoles, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de main d'œuvre sur les activités agricoles, et on a des gens qui arrivent d'autres pays qui étaient agriculteurs dans leur propre pays. C'est-à-dire que la détection, elle n'est pas uniquement sur le diplôme, mais parfois sur des savoir-faire et des capacités à transposer. Et c'est vraiment sur certains territoires. Moi, je vais vous donner un exemple, hein, sur une ville qui est plutôt pas très ouverte comme ça sur la diversité, sur le monde. Quand on a ouvert le premier dispositif, la levée de bouclier a été assez violente, très violente. Dans les échanges, on a vu un bon nombre de manifestations, et notamment un maire dans l'ouest de la France qui a été obligé de démissionner parce que
des opposants ne voulaient pas une Et sa installation. maison a été brûlée. Et donc on a des situations comme ça arrive assez régulièrement. Et là, le maire de la ville et la ville, donc on a eu une première implantation. Et donc là, il est revenu nous voir en disant bon, finalement, j'ai un deuxième bâtiment, ça serait bien que vous veniez parce que ça stabilise les écoles, parce que ça stabilise la dynamique entrepreneuriale, ça régule beaucoup d'autres choses sur la création d'emplois. Et finalement, c'est un vrai apport positif à partir du moment où c'est encadré, suivi, voilà, que les publics sont orientés au bon endroit et surtout au bon moment. Fouad, quel est ton point de vue? Parce que j'imagine que tu as gardé le contact avec des gens qui sont arrivés en même temps que toi dans la résidence Adoma où tu as été hébergé. Oui, je connais quelques familles. Et elles, leur évolution, elles ont eu une évolution un peu comme la tienne. Comment ça s'est passé pour elles? Tu peux... Je vis, ils sont bien intégrés, ils ont fait des formations, ils travaillent. Ils travaillent, des salariés, sont des salariés. Ok. Oui. Donc ça apporte aussi de la richesse à l'économie française puisqu'elle travaille. Oui, exactement. Ok. Oui, j'aimerais bien ajouter que la perception elle est chargée d'a priori, malheureusement, dans les deux sens. Parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui ont du mal à franchir ou à briser la glace en se disant je ne vais pas être bien reçue, je ne parle pas assez bien, je ne m'habille pas pareil, je ne mange pas de la même façon, non, j'aime pas le vin ni le fromage. Alors, donc tout un tas de préjugés qui peuvent se constituer autour de cette rencontre vers l'autre, et inversement, des personnes plutôt installées en France qui pourraient imaginer que tous ceux qui viennent, celles aussi, qui viennent s'installer des pays qui sont dans des conflits, n'auraient pas les compétences ni les expériences professionnelles. Donc c'est un travail à faire des deux côtés, de favoriser les échanges, croiser les publics, aller à la rencontre de l'autre, être curieux et aimer la prise de risque aussi, ce qui caractérise aussi tous les entrepreneurs. Et je vais reprendre un des slogans d'Entreprendre pour apprendre, qui est parce que la plus belle entreprise, c'est celle d'apprendre et de créer ensemble. Au-delà d'un slogan, c'est une vraie conviction. C'est-à-dire que quand on fait preuve d'humilité, quand on commence à écouter, ouvrir son esprit et échanger avec les personnes pour avoir les points de vue les plus divers qui soient, on s'enrichit vraiment, individuellement et collectivement. Donc pour nous, la diversité, c'est une véritable opportunité, au-delà d'être une chance, de pouvoir justement aller encore plus loin sur des projets qui sont encore plus pertinents pour la société dans laquelle on vit. En termes de... Non, je voudrais compléter aussi Philippe, notamment. Nous sommes quand même une société très basée sur le diplôme, malheureusement. Très stéréotypée sur le diplôme. Et ce qui est important, et notamment le deuxième critère d'employabilité, donc ce sont les soft skills. Donc il y a le diplôme, c'est une chose, mais c'est surtout après la façon, ce qu'ils ont les gens au fond d'eux-mêmes. S'ils ont envie de s'engager, s'ils ont le dynamisme, s'ils ont la banane, s'ils veulent prendre des risques, s'ils peuvent communiquer, ils s'en sortiront toujours, quelle que soit leur origine. Donc c'est pour ça, c'est important aussi, mais cassons un peu cette société du diplôme, ou si t'as pas Bac+4, que ce soit Bac+4 ou Bac-2, à l'intérieur, on peut être les meilleurs. Merci. J'ai eu l'occasion, lors des festivals de mini-entreprises, d'ailleurs, en parlant de... Donc, Festival des mini-entreprises, c'est tous les ans une grande fête dans toutes les régions de France où Entreprendre pour apprendre présente le travail fait depuis le début de l'année avec... des élèves de collège, de lycée, des post-bac, avec des projets très intéressants qui ont été menés par beaucoup d'équipes. Et notamment, on y croise aussi évidemment des jeunes de toutes couleurs, de toute origine, de tous les genres, et quelques handicapés. On voit à chaque fois comment ces jeunes handicapés-là sont hyper intégrés dans les équipes. Et avec des projets qui souvent sont un peu différents que d'autres équipes, avec cette touche, cette particularité, cette sensibilité qui leur apporte aussi une richesse complémentaire. Effectivement, tous les ans, on a des projets qui sont menés par des élèves qui sont liés à besoins spécifiques. D'autres jeunes aussi, puisqu'il faut savoir que nos parcours sont destinés à des jeunes de 13 à 25 ans, qu'ils soient scolarisés ou non. Donc on travaille aussi avec des jeunes qui ont pu avoir quelques soucis avec la justice et qui sont actuellement en centre éducatif fermé. C'est vrai. On va avoir des jeunes qui sont en maison de quartier, qui vont faire des projets sur leur temps hors scolaire pour pouvoir justement améliorer la vie de leur quartier, tout simplement. Donc du coup, on a vraiment des projets
qui permettent aux jeunes de mettre en avant leurs valeurs. Et leurs valeurs, c'est dans leur quotidien qu'ils vont pouvoir les trouver, c'est dans leur entourage. Et encore une fois, on en revient toujours là, mais c'est dans les échanges qu'ils vont pouvoir le monter, mettre en avant les choses dans lesquelles ils croient, le montrer aux autres et par là démontrer qu'ils ont du talent et que leurs projets, ils ont un vrai potentiel. Oui, je me souviens, au Festival des mini-entreprises de Troyes, il y avait des éducateurs et des jeunes issus d'un centre... du centre éducatif centre fermé éducatif des formé. Permets. Ouais. Et d'ailleurs, je dois aller les voir prochainement, on avait convenu de ça. Très beau projet puisqu'ils ont été lauréats du prix Initiative Emploi sur notre territoire. Ouais. Exactement, et ces jeunes qui avaient peut-être appris à une époque de vivre d'une économie parallèle, sans rentrer dans les détails, se rendent compte qu'ils peuvent vivre aussi d'une véritable économie et sortir par le haut au niveau de notre société. Enfin, franchement, il y avait une vraie richesse aussi dans ces échanges avec ces jeunes-là, qui parlaient un peu bizarrement par moments, pour vous dire, mais pour autant, avec qui c'était assez intéressant d'échanger. Tu voulais dire quelque chose, Grégory ? Sur ces publics jeunes, il y a effectivement une question de l'estime de soi qui est très importante et de pouvoir créer ce déclic. C'est-à-dire que le jeune des cohabitants, sans rentrer dans la caricature, la stigmatisation, mais le jeune qui quitte la première fois chez papa, maman, se retrouve dans une situation un peu, je ne vais pas dire d'errance, surtout pour ceux qui arrivent dans nos parcours de logement et qui ont parfois des parcours de vie un peu accidentés. Il y a tout un travail sur l'estime de soi et sur le fait d'expliquer que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Certes, il y aura des démarches administratives. Certes, il y aura quelques embûches. Parfois, des conseillers qui conseilleront mal, n'est-ce pas, Fouad ? Parce que Fouad, il est très pudique, mais Fouad, un des premiers conseils qu'il ait eu, c'est de dire non, mais vous, c'est bien, mais vous allez faire des kebabs dans les quartiers pourris, ça sera très bien. Quoi. Voilà. Sauf que Fouad, il fait de la restauration, il ne fait pas du kebab. Voilà. Et donc, il faut être capable de redonner la confiance en soi et de dire oui, vous serez capable de faire ça, et oui, c'est possible. Et on peut porter de beaux projets, mais il y a 2-3 sujets qu'il faudra déminer, notamment sur la partie administrative qui est toujours complexe. Et souvent, pour des budgets très limités, comment on va capter des fonds pour pouvoir lancer la machine et avoir cette partie entrepreneuriat, comment la BPI investit, comment d'autres permettent de tirer, de lever la main, de dire allons-y. Voilà. Oui. Je voudrais juste dire une petite phrase, Philippe, parce que je la sors souvent, notamment cette citation auprès des jeunes de Talleyrand. Alors il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Talleyrand, pas forcément l'histoire de France au niveau de quand on avait des rois. On ne croit qu'en ceux qui croient en eux. C'est-à-dire notamment pour les personnes, je pense à Fouad, il croyait en lui, donc il croyait en son projet, et du coup il a donné envie aux gens de l'accompagner et de l'aider. C'est ça qui est important aussi. Croyez en vous, quelle que soit la façon dont vous êtes, vos diplômes, vos formations, mais donnez-vous l'envie, engagez-vous notamment, et si vous y croyez, il y a d'autres qui vont vous suivre derrière. C'est vrai que quand on a face à soi des gens dont on ressent l'envie, dont on ressent la niaque, forcément ça se transmet, quoi. Et ça aide vraiment dans le fait de se dire ouais, en tant que banquier, ouais, on va y aller. Ce monsieur-là, il a peut-être pas la chance d'avoir hérité d'une tante d'Amérique, mais pour autant, il paraît avoir de l'envergure, il a du charisme, il a un bon projet. Ok, go, on y va. Ça aide beaucoup. Fouad, on va te laisser la conclusion. Je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a des personnes beaucoup plus âgées que moi, ils ont beaucoup d'expérience. Mais j'ai entendu beaucoup. La première fois, j'ai dit, j'ai un objectif, ouvrir un commerce, être indépendant. Ils ont dit, non, tu ne peux pas. C'est impossible. J'ai dit non, j'ai laissé derrière moi et je suis allé tout seul. J'ai continué et je suis bien arrivé. Et j'ai commencé de zéro par rapport à l'argent. J'avais rien du tout. J'ai fait une cagnotte sur Ulule. J'ai collecté quelques mille euros pour avoir un apport pour la banque. J'ai obtenu un prêt d'honneur de l'initiative. Initiative Saône-et-Loire. J'étais accompagné par la CCI. Et je le remercie. Je suis accompagné jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Si vous avez un projet, un objectif, allez-y. On est tous capables. On peut le faire et on sait le faire. Voilà. Il nous reste une petite minute, le temps de prendre une question. S'il y a une question qui est à poser à Fouad, à Grégory, à Flore, à Laurent,
à Liliana. Une question? Oui, non? Personne? Eh bien, écoute, oui, madame. Oui, moi j'aurais une petite question pour Fouad, justement. Le fait que vous avez été accompagné de cette façon-là, est-ce qu'à votre tour, aujourd'hui, vous avez aussi l'envie d'accompagner des jeunes issus de l'immigration qui arriveraient sur votre territoire pour faciliter les choses s'ils sont porteurs d'un projet? Oui, bien sûr, oui. Donc, tu vas, une fois que tu auras développé, tu vas t'engager peut-être comme bénévole auprès d'Initiative Saône-et-Loire? Ça peut être un projet, ça, pour toi? Bénévole ou partenaire? Ouais, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. Bien, merci, mesdames, messieurs. Merci, Fouad, Flore, Grégory, Liliana et Laurent. Et puis, je laisse la place à mes collègues pour l'atelier suivant qui va porter sur le business qui permet de faire décoller les entrepreneurs des quartiers.